Donc, bonjour, je suis Caroline Griffiths, médecin généraliste à Montpellier et chef de clinique universitaire à Montpellier-Nîmes. Merci à Maxime et l'équipe de l'HES et Exercer pour les discussions fascinantes sur les addictions au sein de notre consultation de médecine générale. Nous voyons l'importance de ces temps d'échange et les partages entre tous les acteurs de santé. Donc aujourd'hui, je ose à vous présenter Le Métier éclairé, le podcast pédagogique pour la pratique quotidienne du médecin généraliste en France. Il s'agit d'un projet en collaboration avec l'Université de Montpellier, son équipe audiovisuelle et en partenariat avec le journal Exercer. Nous remercions nos sources de financement qui sont un appel à projet numérique interne et le CRGE de Languedoc-Roussillon. Une petite particularité pour notre ingénieur pédagogique, Maya Bedreddine, et Benjamin dans notre équipe audiovisuelle. Donc, pourquoi les podcasts? Les décisions selon l'approche EBM, Evidence-Based Medicine, prennent en compte l'avis du patient, les circonstances du soin et les dernières données de la science. Mais dans un contexte démographique difficile et dans un contexte de surproduction plus ou moins scientifique, s'informer est souvent difficile pour les médecins. En 2019, selon l'enquête de Reuters, 28% des Français avaient écouté un podcast dans le mois. En 2020, 5% des utilisateurs de podcasts considéraient que les podcasts amenaient plus de profondeur et de compréhension que les autres types de médias. Il existe des podcasts de médecine générale anglophone. Par exemple, en Australie, on a The Good GP, en collaboration avec le Collège de médecine générale, et en Angleterre, GP Notebook Podcast, Primary Care Knowledge Boost. Et il y a aussi des podcasts en France, mais pas spécifiquement concentrés sur notre métier spécifique, le médecin généraliste français. Notre objectif général, c'est de développer des podcasts pour les médecins généralistes francophones. Nous créons des podcasts à partir d'un échange structuré avec un expert de soins de santé primaire ou un expert spécialiste du tertiaire, selon la question. Cet échange facilite et dynamise la discussion et comprend une synthèse. Et nous faisons appel à la revue Exercer pour le recrutement d'experts à partir de publications récentes. Comme c'est le grand plénière sur les addictions, et nous aimons les jolies voix graves de Maxime, nous vous avons préparé un extrait de notre podcast ensemble sur les troubles addictifs en médecine générale. Bienvenue au Métier éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des addictions en consultation de médecine générale et j'ai le plaisir d'avoir le Dr Maxime Potreau avec moi. Bonjour Carolina et merci de cette invitation. On utilise le mot addiction là, mais qu'est-ce qu'on va dire quand on parle des addictions? Alors ça, c'est une question qui est un peu piège parce que les addictions... Désolée. D'ailleurs, que je me rends compte que quand on parle aux patients, alors, est-ce que si on lui dit « pensez-vous à avoir une addiction ?» les gens, soit ils ne comprennent pas, soit ça réfère à des consommations de drogue dure, illicites, héroïne, cocaïne. Et alors, par exemple, en aucun cas, tabac ou alcool... Dans l'article, tu as parlé d'un repérage partagé. C'est l'idée selon laquelle un repérage qui marche, c'est un repérage qui est suivi d'une prise en charge. C'est-à-dire que le repérage, pour qu'il soit partagé, il faut qu'effectivement le soignant ait pris conscience qu'il y avait un trouble chez le patient et que le patient ait lui aussi pris conscience qu'il y avait un trouble chez lui. Et ça veut dire qu'il faut que les deux communiquent. Donc il faut donner envie. Les patients, ils nous disent ça dans leur discours, il faut que le médecin donne envie d'aborder un sujet difficile comme celui des troubles addictifs. Si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à suivre l'intégralité de ce podcast sur les plateformes classiques. Et n'hésitez pas de nous laisser un commentaire ou des recommandations. À bientôt sur Le Métier éclairé. Les sujets abordés ne seront pas que cliniques, mais aussi les soft skills, la communication, l'interdisciplinarité et le time management. Pour vous donner quelques exemples, les autres premiers épisodes se sont intéressés à la PrEP, prophylaxie pré-exposition en ville, aux troubles de l'oralité et à l'hésitation vaccinale avec Xavier.
Nous avons aussi une présentation des podcasts sur la forme Ma thèse en 180 secondes pour mieux valoriser les thèses de médecine générale. Donc, je vous invite, les internes des thésards qui ont récemment fini la thèse, de nous contacter, proposer votre thèse de médecine générale. Un questionnaire dans les notes de podcast demande aux auditeurs d'évaluer la pertinence et la qualité d'enregistrement. Le format audio court et accessible permettra aux étudiants et aux médecins généralistes de s'informer grâce à un outil pédagogique pluridisciplinaire. Donc, nous invitons les congressistes à contribuer au podcast en utilisant cette QR code. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour, Jean-Sébastien. Est-ce qu'il faut être abonné à Exercer pour accéder au podcast ? Merci pour cette question. Non, les podcasts sont disponibles gratuitement sur les plateformes classiques où vous trouvez vos podcasts, Apple, Spotify, Deezer, voilà. Mais il faut s'être abonné aussi. Mais bon. Bonjour, Quentin, je suis médecin à Lyon. Je me suis déjà abonné au podcast, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous détailler les projets qui sont à venir, parce que les sujets sont hyper intéressants. Dans quelle voie vous allez aller prochainement, parce qu'on a envie d'écouter ça dans la voiture en allant au cabinet maintenant. Merci, c'est une super question. Exactement ça, c'est d'écouter quand vous avez un moment, non? Le projet, c'est d'amener une co-construction avec vous. Donc, si vous avez des idées, je laisse le mail, mais vous aussi, vous avez le questionnaire en lien sur les podcasts. N'hésitez pas de laisser des sujets. Par exemple, déjà prévu en décembre avec les patients partenaires pour mieux comprendre comment inclure un patient partenaire dans le cabinet. Aussi en lien avec la question avant, comment aborder une consultation avec une adolescente, c'est notre sujet. Et ça, c'est en écoutant ici au congrès, je proche des idées, donc n'hésitez pas de rester en contact aussi. Et puis on espère bien qu'au minimum, tous les articles soins seront l'occasion d'un podcast. Donc on avertit les auteurs des articles soins qui vont être interrogés par Carolina. Exactement. Merci, Xavier. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être aujourd'hui devant vous. Je m'excuse platement pour Julia qui aurait été ravie d'être là aussi. Malheureusement, elle a décidé d'accoucher d'ici pas très longtemps et du coup, elle ne pouvait pas venir depuis Poitiers. C'était compliqué. Donc voilà, en tout cas, elle vous embrasse tous volontairement. Et si vous voulez vraiment récupérer votre bise, vous pouvez aller jusqu'à Poitiers. Elle sera ravie de vous la faire, je vous le promets. J'ai quelques conflits d'intérêts. Alors déjà avec la revue Exercer, je ne referai pas la blague de Maxime. Et si Vincent Renard est dans la pièce, et il peut savoir que c'est grâce à lui que je me suis abonné définitivement. Je suis aussi adhérent à l'association Crocus, qui est l'association d'addiction qu'on a montée avec le professeur Binder et qui a financé en partie cette étude. Donc c'est quand même un petit lien d'intérêt. Et finalement, j'ai un lien d'intérêt personnel avec l'addiction. Voyez-vous, j'ai grandi à Cherbourg, en Basse-Normandie. Et du coup, je vais éviter de vous parler d'alcool parce que c'est un sujet qui est vraiment dramatique dans ma vie personnelle. En particulier parce que j'ai épousé une Bretonne en plus. Donc je vous laisse imaginer les fêtes de famille. C'est quelque chose de très compliqué. Donc on va parler plutôt de toutes les addictions et ça va être beaucoup plus sympathique. Quand on parle d'addiction, alors je ne vous ferai pas l'affront, si vous êtes là dans cette plénière, c'est probablement que vous avez déjà entendu parler d'addiction, en tout cas, vous vous êtes déjà posé des questions sur les addictions. Donc je ne vais pas vous dire le tabac, ça tue des gens, et c'est pas bien. Voilà. On va prendre des statistiques qui sont beaucoup plus intéressantes et qui vous concernent, vous particulièrement. C'est qu'en fait, il y a quand même un très grand nombre de patients qui passent dans nos cabinets et qui sont confrontés à ces soucis d'alcool. Ils vous en parlent, ils vous en parlent pas, ils vous envoient des signes. Il y a quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure, oui, les patients, quand ils sont alcooliques, on les sent. Alors,
En Basse-Normandie, le problème, c'est que tout le monde sent l'alcool, donc c'est très compliqué. Mais j'aime beaucoup la Basse-Normandie, je vous assure. C'est pas pour ça que je suis parti à Poitiers. Mais de fait, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on voit quasiment dans notre quotidien, et c'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, comme on est confronté dans notre quotidien à ce souci, eh bien, il faut pouvoir y répondre. C'est pour ça que les brillantes interventions de mes collègues vous ont donné des pistes, et moi, je suis là pour vous aider encore un tout petit peu plus. Je vais vous aider un tout petit peu plus. Pourquoi ? Parce que je pense que, comme moi, à peu près tout le monde dans cette salle doit avoir un objet très utile dans son quotidien, ça s'appelle un téléphone. Et ce téléphone est très probablement connecté à Internet. Et Internet est devenu un élément prépondérant de notre quotidien. C'est quand même quelque chose de fantastique. Tous les jours, on peut accéder à des outils, à des vidéos, à plein de choses extraordinaires. Je pense que tous ceux qui sont allés aux toilettes aujourd'hui ont probablement circulé sur Internet, assez probablement. Et donc peut-être que vous avez eu accès à des vidéos, et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que justement, ces vidéos, elles peuvent devenir votre meilleur allié. Et donc, en particulier, ces vidéos, ce qui va être le plus pertinent, c'est de s'intéresser aux vidéos de moins de 10 minutes. Pourquoi moins de 10 minutes, vous allez me dire ? Parce que finalement, il y en a plein d'autres des vidéos. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est une vidéo qui fait plus de 10 minutes, et pourtant, c'est très bien. Et bien, cependant, moins de 10 minutes, en fait, c'est ce qui a été montré dans les études, c'est ce qui permet de garder la capacité attentionnelle des gens, que ce soit la vôtre ou celle des patients. Et si on dépasse ces 10 minutes, eh ben, on a montré que définitivement, en fait, on avait déjà oublié le début du film. Et ça, c'est très vrai, même quand on n'est pas alcoolisé. Donc le problème de ça, c'est que évidemment vous allez me dire, il y en existe plein des vidéos. Et comment je fais moi pour là, quand j'ai le patient devant moi, pour trouver la vidéo ? Eh bien, c'est là où on intervient. On a essayé de vous proposer un catalogue raisonné des vidéos francophones, parce qu'on n'a pas tous les talents forcément de certains de nos confrères, et qui du coup durent moins de 10 minutes et qui parlent des addictions. Et vous allez voir, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en plus on en a trouvé. Donc, on est allé explorer les grandes bases de données vidéoludiques, en particulier YouTube, Dailymotion, Vimeo, et on est allé fouiller dans tout ce qu'on appelle la littérature grise. On a posé des questions à Google, on a posé des questions à tout le monde, en disant « Est-ce que vous avez des vidéos à nous partager ?» Et chose fantastique, on en a trouvé beaucoup, et en particulier sur YouTube. Donc, on s'est dit quand même, si on trouve plein de vidéos, on va peut-être essayer de raisonner un petit peu justement ce catalogue, et on va essayer de les classer. Parce que si on vous met en vrac toutes les vidéos qu'on a trouvées, vous allez dire, vous êtes bien gentil, mais je fais quoi moi maintenant de ces vidéos ? Donc déjà, pour les chercher, ces vidéos, on s'est attelé à des mots-clés très précis. Alors sans très grande surprise, dans les mots-clés principaux, on avait choisi addiction, toxicomanie et dépendance, qui nous paraissaient assez pertinents pour discuter du sujet dont on parle actuellement. Et on leur a associé des mots-clés secondaires. Et ces mots-clés allaient non seulement sur le support de la vidéo, est-ce que c'était des films, est-ce que c'était des animations, est-ce que c'était des dessins animés, et surtout sur des fonctions spécifiques. Est-ce qu'on cherchait à comprendre, est-ce qu'on cherchait à expliquer quels étaient les mécanismes de ces addictions ? Et ça nous a permis de développer un petit peu cet algorithme assez tentaculaire finalement, avec les addictions qui vont avec les animations, qui vont avec les mécanismes, et on a tout fouillé pour essayer de trouver toutes les vidéos possibles et imaginables. Et donc, le gros intérêt de ce catalogue raisonné, c'est qu'il a été fait non seulement par une interne, vous imaginez, la pauvre, le travail, déjà, elle a dû m'endurer, moi, et c'était déjà compliqué, mais en plus, elle a dû faire ce catalogue. Mais du coup, comme on a été 3 à revoir ces vidéos, et ben, du coup, on peut quand même vous donner un petit peu notre intérêt à nous, et on vous a proposé une échelle de Likert pour vous dire si ces vidéos étaient plus ou moins intéressantes pour vous, ce qui vous permet de savoir si une vidéo est d'une qualité plus ou moins correcte. Ceux qui n'avaient pas écouté le début, on a toujours choisi les vidéos de moins de 10 minutes. Et donc voilà, on a trouvé 2522 vidéos qu'on a essayé de regarder toutes. Voilà, comme ça vous évitera de les regarder vous. Et je vous passe les détails de ce magnifique tableau, mais au final, on a retenu 287 vidéos qui correspondaient aux critères qu'on avait choisis et qui sont du coup accessibles sur ce catalogue qu'on vous a proposé. Et le gros intérêt de ces vidéos, c'est que vous pouvez y accéder rapidement, et ce parce que comme on a raisonné ce catalogue, on a mis des mots-clés. Et ces mots-clés, vous allez voir, on va les détailler ensuite. Donc, dans nos résultats, on va vous présenter très rapidement ça. Mais vous voyez ces vidéos, chose promise, chose due, elles durent moins de 10 minutes, sinon le tableau n'a aucune cohérence. Mais surtout, vous voyez, elles sont courtes en général, elles durent pour la majorité d'entre elles, et la grande majorité, moins de 5 minutes. Et ça correspond à un détail très important de votre vie, c'est que du coup, vous pouvez les utiliser éventuellement en consultation. À part pour ceux qui font des consultations de moins de 5 minutes, mais dans ces cas-là, on a peut-être d'autres problèmes pour parler de l'addiction. Une autre chose importante, c'était la fonction du média principal et en fait, quel était le mode de communication que les gens employaient. Est-ce que les gens ont fait des dessins animés, des animés? Est-ce que c'était un diaporama d'experts qui commentaient ces résultats? Ou est-ce que finalement, c'était tout simplement du film? Et on a trouvé majoritairement du film, c'est tout simplement des gens soit qui faisaient, et c'est là la diapo suivante, des fictions par exemple, soit des reportages, ou alors encore, ils présentaient les résultats de leurs recherches. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est
extrêmement hétéroclite. On a vu plein de choses différentes. On a vu des témoignages de gens qui venaient pour dire « Voilà, moi j'étais alcoolique pendant 20 ans, et comment je m'en suis sorti ? J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et du coup, ça peut être extrêmement pertinent. Et à contrario, on a vu des vidéos extrêmement calées de chercheurs de l'INSERM qui venaient nous parler de neurobiologie et d'IRM, et voilà. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que le panel de ces vidéos est tellement large qu'en fait, vous pouvez trouver plein de choses. Et c'est ça qu'on va discuter maintenant. Parce que du coup, on a essayé de trier l'objectif principal de ces vidéos, et en particulier de vous donner un petit peu ces clés-là pour que vous puissiez aller sélectionner cet objectif principal. Typiquement, est-ce que c'était une expérience personnelle? Est-ce que c'est un patient qui nous racontait son vécu de son addiction? Est-ce que c'était juste de comprendre l'addiction en général, et vous voyez que c'était quand même un des principaux motifs qu'on a retenus? Ou est-ce qu'on nous parlait de plein d'autres choses, de neurobiologie, de comportement, d'effets associés? Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, quand on veut parler de dépistage ou d'évaluer les addictions, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ça qui va nous intéresser, et ce sera dans les perspectives de ce travail, ce sera éventuellement avec de brillants jeunes auteurs, par exemple Carolina, de travailler sur de nouveaux outils pour aller justement combler un petit peu ces manques et vous donner à vous des outils supplémentaires. Il en est de même pour les substances. On essaie de classer par substance. Si vous avez un patient qui consomme du cannabis devant vous, vous êtes très content de trouver une vidéo qui parle de cocaïne, mais ça ne va pas beaucoup vous aider là tout de suite maintenant. Et vous verrez que c'est la même chose en fait dans ces substances, sans très grande surprise. On parle beaucoup d'alcool. De manière un peu plus surprenante, on va montrer des vidéos aux gens pour leur parler des écrans, et du coup c'est effectivement un peu paradoxal, mais en tout cas il paraît que ça marche. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui ne sont pas traitées, et pourtant qui font beaucoup polémique dans le monde actuel. Typiquement, on parle très peu des opiacés. Alors je pense que tous ceux qui ont un œil sur les États-Unis actuellement sont au courant de la crise du fentanyl, ce genre de choses, et donc c'est très surprenant finalement qu'il y ait assez peu de communication sur ces modèles-là. Je vous donne le QR code si vous voulez jeter un coup d'œil au site, et surtout je vais vous montrer un petit peu comment il se déroule ce site. Ne vous inquiétez pas, le QR code sera de nouveau à la fin, il n'y a pas de piège. Donc le site se présente comme ça, tout simplement, c'est la page de présentation. Donc sans surprise, si vous ne sélectionnez aucun critère, il y a donc 0 vidéo à vous proposer. Jusque-là, ça paraît cohérent. Et donc si vous choisissez les critères, par exemple, si vous avez envie de parler de neurobiologie, par exemple, à un patient, vous voyez que déjà, il n'y a plus que 27 vidéos sur les 287 qu'on a sélectionnées. Et si jamais vous allez choisir, par exemple, une molécule, le tabac, par exemple, on vous donne 3 vidéos. Et donc, vous avez 3 vidéos qui vont vous parler de la neurobiologie du tabac et qui vont vous permettre, vous, éventuellement, d'aller vous renseigner, vous, en tout cas, sur cette neurobiologie. Ces vidéos sont classées de manière très pertinente pour une bonne raison, c'est qu'on a dit celles qui concernent plutôt les médecins, celles qui concernent plutôt les patients ou qui peuvent correspondre aux deux. C'est-à-dire que les vidéos qui sont extrêmement biomédicales et qui sont peut-être difficiles d'accès ne seront pas proposées de manière évidente aux patients. Et à contrario, certains témoignages qui vont peut-être beaucoup parler aux patients mais qui ne vont pas tellement vous expliciter les addictions seront peut-être moins pertinentes pour les praticiens. Donc là, par exemple, on peut en sélectionner une. Je vous propose la vidéo numéro 88, voilà, qui est la vidéo d'un excellent professionnel, Mahat Digital, qui a fait plein de vidéos que vous retrouverez du coup dessus. Donc, vous voyez, ça vous permet d'accéder directement. Et en fait, en cliquant sur ce lien, ça vous ouvre directement la vidéo, ce qui vous permet instantanément, non pas d'aller chercher cette vidéo très très loin dans les algorithmes, mais de l'avoir là sous les yeux, ce qui est quand même plutôt agréable. Si on prend un deuxième exemple, je vais vous proposer, voilà, si on veut dépister le tabac, comme on l'a dit tout à l'heure, le dépistage, il y a très très peu de vidéos. Et donc si vous prenez dépister le tabac, finalement vous trouvez une vidéo. Et ce que je vais vous proposer, du coup, c'est qu'on en regarde un extrait de cette vidéo. Comme ça, ça va vous donner un petit peu l'eau à la bouche et peut-être envie d'aller explorer un peu plus loin ces algorithmes. Monsieur Drouet ? Oui. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? C'est juste pour un certificat. D'accord, on va voir ça. Et puis on pourra en profiter pour faire le point. C'est pour quel sport ce certificat? Je fais du tennis. Vous pouvez m'en dire plus? Comment ça se passe, tout ça? J'ai commencé au collège. Ça doit faire 5 ans, 6 ans maintenant. Avec des tournois le week-end. Plusieurs entraînements par semaine? 2 entraînements par semaine et les matchs le week-end. Bon, on passe à côté, je vais vous examiner. Allez. Bon, voilà. Comme ça... Voilà, comme ça vous avez votre certificat.
Et puisque vous faites du sport, j'aimerais juste prendre 5 minutes avec vous pour qu'on parle un peu de vos consommations, tabac, alcool, cannabis, selon ce que vous prenez. Est-ce que vous fumez ? Oui, ça m'arrive de temps en temps. C'est-à-dire ? 1 à 2 cigarettes par jour. Ok, bon, ça vous paraît peut-être pas énorme, mais ça peut suffire pour accrocher. Avec le tabac, en réalité, c'est la durée de consommation qui compte pour beaucoup. Vous avez commencé à quel âge ? 14, 15 ans. Donc ça fait quand même 2-3 ans. Et alors, vous en pensez quoi par rapport au tennis ? Non, je me doute que c'est pas très bien. Vous auriez envie d'arrêter ? Vous savez que vous pouvez vous faire accompagner pour ça, hein, par moi ou par d'autres professionnels. Ça va, hein, je suis pas accro. Hein. C'est pas qu'une question de dépendance. Ça pourrait vous gêner un jour, ne serait-ce que dans vos performances sportives. Je ne vous spoil pas la fin de la vidéo, que du coup vous pourrez aller chercher si vous voulez. Ça vous permettra d'avoir l'intégralité de cet entretien. Sinon je vais me faire gronder par Xavier après, il est assez terrible. Donc vous voyez, ce sont des vidéos qui sont très pragmatiques. L'idée de vous proposer ces outils, c'est que vous puissiez les appliquer, vous, dans votre quotidien, éventuellement que vous puissiez les proposer aux patients en disant « j'ai repéré une vidéo qui pourrait être pertinente pour vous si vous voulez la regarder à domicile ». Je me permets de vous citer, on l'a déjà cité tout à l'heure, mais les excellents travaux du professeur Binder qui a fait un rap qui est extraordinaire pour justement aider les adolescents à parler de leur consommation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre consultation, que vous pouvez proposer aux étudiants ou que vous pouvez proposer aux patients. C'est ça qui est très chouette, c'est que chacun s'empare de ces outils de manière très différente. Et donc c'est pour ça que l'intérêt pour vous, c'est de voir un petit peu et de peut-être découvrir ces vidéos que vous allez utiliser de manière assez facile dans votre quotidien. Rapidement, les forces et faiblesses de notre étude. Une force, c'est que du coup, on est le seul catalogue raisonné, donc forcément, ça fait de nous forcément une petite référence, inéluctablement, parce qu'on est tout seul. On avait utilisé quand même le plus de moteurs possible de recherche pour essayer de trouver toutes ces vidéos. Et par contre, on arrive à saturation des données, mais vous vous doutez bien, l'Internet va beaucoup plus vite que nous, et donc il y a tout le temps des nouvelles vidéos qui sortent. Donc c'est l'intérêt de ce travail, c'est aussi de le prolonger et d'aller pêcher encore et encore pour vous ramener de nouvelles vidéos. Donc il y a inéluctablement aussi des carences thématiques, vous l'avez entendu, c'est ce qu'on essaie de combler et c'est pour ça que si certains d'entre vous adorent faire des vidéos, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a aucun problème, on essaiera justement de combler un petit peu ces carences-là. En tout cas, ce que je vous encourage à faire, c'est aller fouiller, trouver des outils qui vont vous correspondre et qui vont venir compléter un petit peu ce panel. Comme l'a dit Maxime tout à l'heure, des outils, on en a plein nos bureaux, on en a plein nos tiroirs. Des fois, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à les utiliser. Des fois, c'est parce qu'ils ne nous correspondent pas. Et éventuellement, c'est un nouvel outil qui va pouvoir vous aider à mieux parler des addictions. Conclusion rapide, ces 287 vidéos, ce n'est qu'un début. Il y en aura d'autres, je vous le promets. Allô ? Oui. Bonjour, Antoine Gérard, je suis interne en médecine à Rennes. J'avais une question concernant les vidéos. On a parlé beaucoup de l'alcool, du tabac, mais est-ce qu'il y a notamment sur les médicaments et notamment les benzos ? Bonjour Antoine, je te remercie de tes questions. Oui, il y a des vidéos sur les benzos, évidemment. Ces vidéos, elles sont un petit peu à double tranchant, comment dire. Il y en a peu déjà. Et certaines sont quand même très spécialisées, mais oui, il y en a, et il y en a des très pertinentes qui peuvent donner des clés effectivement pour aborder ce sujet et éventuellement vous aider, en tout cas, à déclencher la prise de conscience chez les patients. Merci. Philippe Binder, Poitiers. Merci à Marc et aux autres pour cette intervention. Je voudrais répondre à cette collègue qui demandait un nudge. Je crois que Marc a évoqué le plaisir qu'il avait à présenter cette présentation, enfin ce travail. Ce qui est contre-intuitif en médecine générale, c'est de parler du plaisir. Or, les gens qui boivent, qui se droguent, qui se coupent, qui se battent, ce sont des personnes qui cherchent du plaisir. Et quand on aborde ces sujets, comme l'excellent passage très rapide sur le tabac, le médecin aurait pu poser la question, et en quoi ça vous fait du bien, quel est le plaisir que vous cherchez, jusqu'à aller plus loin. Et à un moment, le patient, il va dire « oui, mais quand même ».
Puisque quand il boit un verre par jour ou 10 verres, moi je demande pourquoi vous n'en buvez pas 3, 4, 5, 6, une bouteille, ou s'il en boit une bouteille, pourquoi pas 2? Oh oui, mais quand même. Et à ce moment-là, c'est à lui de passer sur c'est quoi ce mais quand même. Voilà. Et vous balancez chez le patient ces représentations sur les limites. Merci Philippe. Une autre question ? Oui, bonjour Margot de Lyon. Je me demandais, est-ce que vous avez eu des retours des patients? Est-ce que vraiment ils regardent les vidéos quand vous leur proposez? Et est-ce qu'on a eu un retour sur l'effet et l'impact de ces vidéos sur les patients? Bonjour Margot, merci de cette question. C'est une question qui est extrêmement pertinente évidemment, parce que si vous proposez un outil mais que les gens ne vont pas le voir, légitimement on peut penser qu'il faut peut-être arrêter de le proposer. C'est une étude qu'on va mener et qui est en cours de réflexion effectivement sur l'analyse. Je peux te faire mon retour personnel en tout cas, c'est que ça marche plutôt bien. Quand on propose ces outils, en général, les gens reviennent, non seulement parce qu'il y a le lien de confiance avec le praticien, et quand on leur propose quelque chose, souvent, quand même, ils font un peu attention à ce qu'on leur raconte. Enfin, si vous avez un peu de relation, en tout cas, avec vos patients, en général, ils écoutent ce que vous disiez. Mais là, en l'occurrence, moi, de mon ressenti personnel, et je pense que Philippe, s'il veut reprendre la parole, le confirmera, mais ça marche plutôt bien. Les patients, en tout cas, ont des fois ce déclic, cette prise de conscience sur ce nouvel outil qui leur permet d'avoir un nouvel éclairage sur leur addiction et des fois des choses qu'ils n'avaient pas compris. Et du coup, je complète un peu, y compris justement les personnes âgées, les personnes en milieu un peu rural, comme on parlait tout à l'heure pour les médecins qui exercent en milieu rural et qui ont des personnes plus âgées qui sont moins touchées peut-être par ce genre de contenu. C'est la grande complexité effectivement de ces outils, c'est que vous avez des outils qui vont être de plus en plus appropriés à certaines populations. Moi, je travaille beaucoup avec la réalité virtuelle, par exemple. Il est effectivement difficile de proposer la réalité virtuelle en EHPAD. Ça marche moyen, en tout cas, dans les études qui ont été initiées. Mais ce qui est dommage, parce qu'il faut continuer à essayer, et je pense que c'est un tort de ne pas le proposer, même aux personnes un petit peu plus âgées ou un peu plus isolées. On a quelqu'un qui a dit qu'il venait de Celles-sur-Belle tout à l'heure. Au-delà d'être un charmant village, et peut-être qu'il y a une connexion Internet, je pense que les gens sont quand même sensibles, en tout cas aux vidéos, même à Celles-sur-Belle. Merci beaucoup. Il y a une belle abbaye, non, en plus, à Celles-sur-Belle. Ouais. Excellente Autre abbaye, question. excellente. Bonjour, je m'appelle Caroline Guignot, je suis médecin généraliste à Paris et j'exerce depuis peu. Et donc je vois beaucoup de patients pour la première fois et je leur pose donc la question du dépistage des consommations, donc alcool, tabac et drogue. Je remarque que chez les 30-40 ans, on parle souvent de prise d'alcool festive ou récréative en plus ou moins grosse quantité. Et chez les jeunes, plutôt entre 18 et 25 ans, des consommations de drogue dites dures, mais récréatives aussi, ecstasy, cocaïne, etc. Donc du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous savez s'il y a une baisse de la consommation d'alcool chez les 18-25 ans au cours du temps pour donc une consommation d'autres drogues récréatives? Et ma deuxième question, c'est finalement, on a l'impression que tous ces patients consomment de façon à s'évader de leur quotidien ou à chercher du plaisir quelque part. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour s'évader? Parce que finalement, leur dire d'arrêter, c'est bien, mais ils ont aussi besoin de trouver des échappatoires à des situations parfois compliquées. Merci beaucoup pour cette question, elle est extrêmement pertinente. Un des critères majeurs dans les addictions, et en particulier dans la rechute, c'est le manque du circuit de la récompense. Et c'est vraiment ces gens qui ne vont pas avoir de stimulation, qui ne vont pas avoir d'enrichissement finalement de leur quotidien. Ça a beaucoup été montré dans les modèles de souris en particulier. Quand vous mettez des jouets à des souris dans une cage, eh ben, elles consomment moins en fait. Ce qui est compliqué, c'est d'enfermer des gens dans des cages et de leur mettre des jouets. Il paraît qu'éthiquement, c'est assez limité. Mais ce qu'on a montré, c'est qu'en tout cas, quand ce quotidien était enrichi, si jamais on leur donne une guitare et qu'ils apprennent à jouer de la guitare, eh ben, définitivement, ils consomment moins. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut trouver des substituts à ces consommations. Et c'est ce qui est passionnant, c'est que en fonction des critères que les gens vont évoquer, est-ce qu'ils compensent un stress par exemple? Est-ce qu'ils ont un trouble relationnel? Est-ce qu'ils ont été perturbés parce que leur père consommait au PMU et qu'à chaque fois qu'ils regardent la Ligue des Champions, il y a la pub du PMU et du coup ils ont envie de reconsommer? Ce sont des choses très complexes mais auxquelles il faut qu'on s'adapte et justement proposer de nouveaux outils, proposer de restimuler ce circuit de la récompense est un élément essentiel qui peut définitivement les aider à surmonter ces addictions et casser des fois des conditionnements ou casser en tout cas leur représentation de leur addiction.
Concernant la première question, je pense que ça dépend beaucoup des milieux sociaux en particulier. Si vous prenez la consommation en alcool des étudiants en médecine en général, elle se majore entre les 18 et les 25 ans progressivement, jusqu'à chuter avant les EDN. Si vous prenez d'autres milieux socio-professionnels, c'est très variable. Mais en tout cas, on a tendance à voir que dans beaucoup de milieux, cette consommation a tendance à se majorer effectivement dans cette première tranche d'âge. On va prendre la dernière question. Merci pour cette dernière question. J'aurais bien aimé aller un petit peu plus loin, puisque finalement on parle de la notion de plaisir. Et autant pour la cigarette, c'est facile, on peut dire non, la cigarette c'est 0. Autant pour l'alcool, moi j'ai plus de difficultés. À quel patient doit-on proposer un sevrage complet, ou est-ce qu'on peut autoriser une consommation modérée? Merci pour votre réponse. Alors, de toute façon, il y a un élément clair et essentiel, c'est que la diminution du risque est déjà un objectif à part entière. On a révolu cette époque où on disait que c'était un sevrage absolu ou pas de sevrage du tout. Et je pense que c'est essentiel. La conférence des psychiatres qui se tient juste à côté sera d'accord avec ça, en tout cas. Mais le plus important, je pense, c'est au moins de s'adapter à l'objectif des gens et de les interroger sur cet objectif. Si un patient vous dit qu'il est prêt à réduire sa consommation, mais qu'il n'est pas prêt à arrêter, de manière inéluctable, si vous lui proposez un arrêt complet, vous allez avoir un élément de dialogue qui va de toute façon ne pas fonctionner. Et comme l'a dit Maxime tout à l'heure, il y a des fenêtres qui s'ouvrent à certains moments de leur vie où ils vont vous dire que là, ils ont un besoin spécifique pour retrouver leur permis de conduire, pour arrêter de s'engueuler avec leur conjoint, par exemple. Et c'est là-dessus où, effectivement, il faut réussir à surfer avec les gens et s'adapter à ce dont ils ont besoin. Peut-être que ce ne sera pas un sevrage définitif, peut-être que ça les amènera à une nouvelle réflexion. Vous avez dit que le tabagisme était peut-être le plus simple, ce n'est pas toujours le plus évident. Et en tout cas, dans certaines consommations, on a des succès qui sont plus retentissants que d'autres. Et par exemple, la cocaïne est très margée sur des tranches d'âge avec des gens qui sautent le cap et qui disent voilà, j'arrête la cocaïne. On arrive peut-être plus facilement des fois à avoir ces sevrages-là dans des contextes très spécifiques avec des prises de conscience de certains patients, sans mettre de jouets dans leur cage. Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la nouvelle dénomination aujourd'hui pour les gens qui font le choix, parce que c'est vraiment, il faut se baser là-dessus, imposer un sevrage. Malheureusement, ça conduit à l'échec. Donc aujourd'hui, c'est vraiment accompagner les gens dans leur choix. Et donc, sevrage s'ils le décident. Et théoriquement, on ne parle plus d'abstinence, mais l'usage serait de dire maintien prolongé de l'arrêt de l'usage. Ce qui signifie que dans l'histoire de l'alcoolisation, il faut intégrer la notion de réalcoolisation. Voilà, c'est l'histoire naturelle et que du coup, on ne parle plus de rechute parce que ça a une connotation franchement négative. Rechute, ça évoque un peu les pathologies malignes, on va dire, mais de réalcoolisation sans le dramatiser parce que c'est naturel. Voilà, je ne sais pas si ça apporte quelque chose.